Bienvenue à tous les aventuriers sur cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui me tenait à cœur et que j'avais envie de faire depuis belle lurette. C'est ce qu'on appelle la variance et c'est très intéressant. On va voir ça tout de suite. C'est une vidéo qui va être assez abstraite, comme d'habitude, vous allez me dire. Mais là, encore plus que d'habitude, puisqu'on va parler de la variance, qui est un phénomène intimement lié au long terme, à une vision théorique et abstraite. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais j'avais envie de faire une vidéo entièrement consacrée à ça, parce que j'estime que c'est extrêmement important. La variance, c'est la raison pour laquelle il faut prendre de la distance avec les résultats des saisons de Koh Lanta. Ça permet de désacraliser le résultat en fait. Je vais expliquer ce que c'est avec un exemple, mais juste avant, on remarque qu'il y a des avis divergents sur les gagnants de Koh Lanta, et généralement, c'est peu ou prou les mêmes jugements. Par exemple, on va estimer que Marc, le gagnant de la saison 14, c'est un bon gagnant, un gagnant légitime. Alors qu'une Isabelle, co-gagnante de la saison 3, c'est une gagnante moins légitime. Mais pourtant, elle a quand même gagné. Alors, comment ça se fait qu'elle ait gagné, bien qu'il y avait d'autres candidats dans la saison dont on estimait plus la valeur, comme Hélène ou Tony, par exemple? Eh bien, c'est à cause de la variance, ou grâce à la variance. Donc, la variance, c'est ce qui indique une dispersion dans les résultats. Imaginons un candidat qui participe plusieurs fois à Koh Lanta. On va partir sur des saisons de 20 candidats. Eh bien, on peut imaginer les résultats suivants. La première fois, il finit 4e. Ensuite, 4e encore. Puis 13e, 9e, 1er, 14e, 3e, 4e, 1er, etc., etc., etc. On peut s'amuser à simuler plein de saisons. Alors ici sur la diapo, il y a 35 saisons en tout, et voyez avec un rapide coup d'œil que notre candidat imaginaire dispose globalement d'un bon niveau, mais il est mauvais à l'orientation puisqu'il finit souvent 4e. Si on s'amuse à calculer la moyenne de tous ces classements, eh bien en moyenne il termine 5,8e. Donc si on arrondit, 6e quoi. Ce chiffre, il nous donne un aperçu de la force du candidat. Plus le chiffre se rapproche de 1, plus le candidat est fort. Et bien sûr, plus l'échantillon analysé est grand, plus cet indicateur devient fiable. Ok, et donc cet indicateur, c'est une moyenne. Mais si on prend chaque classement précis, à chaque fois, on a un écart. Sa première saison, on a dit qu'il a terminé 4e. Donc, entre la place à laquelle il doit terminer mathématiquement et la place réelle à laquelle il a terminé, il y a un écart de 1,8 places. Si on calcule les écarts de place pour toutes ces participations, on va pouvoir obtenir la fameuse variance sous forme d'écart type. C'est l'écart type en fait qu'on calcule précisément pour pouvoir interpréter la variance. Donc ici, dans notre exemple, je calcule ça de tête rapidement, c'est facile. Il suffit de faire la racine carrée de la somme des carrés des écarts à la moyenne. Donc la somme des écarts ici, ça doit faire 530,97 divisé par 35 et je retiens 2. La racine carrée, ça doit faire un truc du style 3,89, un truc comme ça à peu près. Donc on va arrondir à 3,9. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en moyenne, l'écart entre la place réelle de notre candidat et sa place théorique est de 3,9. Autrement dit, la variance du jeu occasionne une déviation d'en moyenne 3,9 places au classement final. D'ailleurs, en anglais, pour parler de variance, il parle de déviation standard. Voilà, ça c'est la variance.
À partir du moment où on va inclure la variance dans notre analyse, on établit une vision plus juste des choses, une vision moins centrée sur le résultat concret, moins result-oriented, comme on dit. On se désolidarise du scénario qui s'est réellement produit pour avoir une vision plus véridique sur le niveau de jeu des candidats. C'est important parce qu'avec un raisonnement trop coincé dans la pratique, on pourrait dire que Isabelle, la co-gagnante de la saison 3, Bocas del Toro, comme elle a gagné, elle est meilleure que Claude qui n'a jamais gagné ou Martin qui n'a jamais gagné. Eh bien non, bien sûr que non. C'est débile de dire ça. Ici, je prends volontairement un exemple très tranché dans lequel le phénomène que je vais mettre en lumière dans cette vidéo est facile à comprendre. Alors cela dit, je sais qu'une idée ne fait jamais l'unanimité, aux grandes dames de mon ego. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo, c'est qu'on fait toujours des constats subjectifs sur lesquels on se base pour ensuite théoriser dessus. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui pensent que Isabelle est une meilleure candidate que Claude ou Martin. N'hésitez pas. Alors vis-à-vis de l'interprétation de la variance maintenant, il faut savoir que plus l'écart type est petit, plus ça signifie que le jeu est stable, peu propice au rebondissement, où seules les compétences et les qualités des joueurs vont influencer sur le classement. Dans ce cas de figure, il n'y a pas de place au hasard. Pour gagner, il faut être un bon joueur, sinon tu n'as quasiment aucune chance de gagner. Par exemple, le sport en général, comme on va prendre le tennis, il y a très peu de variance au tennis. Il y en a toujours un peu, comme des erreurs d'arbitrage, mais sinon, il n'y a pas de secret. Si on perd, c'est qu'on est plus mauvais que nos adversaires. On ne peut pas se cacher derrière la variance. On ne peut pas dire « Non, mais t'inquiète, je sais pourquoi je perds. C'est la variance qui n'est pas de mon côté. J'ai pas de chance en ce moment. Mais ça va aller mieux, là, je le sens. » Alors, à l'inverse, plus l'écart type est grand, plus cela signifie qu'on est dans un jeu instable, avec beaucoup de rebondissements et de paramètres incontrôlables. Donc un jeu dans lequel on peut être dernier et la fois d'après premier, sans réellement avoir fondamentalement changé sa façon de jouer. Mais c'est la nature du jeu qui est tellement instable qu'il y a de la variabilité dans les résultats. Par exemple, un jeu comme le poker est un jeu fortement sujet à la variance puisqu'il comporte une part de hasard. Les jeux de cette nature sont plus difficiles à analyser, du coup. On peut croire qu'on est un bon joueur alors qu'en réalité non, on est mauvais. C'est juste qu'on vit une grosse période de chance. Ou vice versa, on peut croire qu'on est un mauvais joueur alors qu'en fait on est bon, c'est juste qu'on vit une grosse période de malchance. En ce qui concerne Koh Lanta, je qualifierais la variance de moyenne, ni faible ni élevée. Dans mon exemple, je suis tombé sur 3,9. Donc en gros, c'est entre 3, 4 et 5. Voilà, la variance, elle est dans ces eaux-là. C'est pas faible, mais c'est pas énorme non plus. Donc maintenant, il faut comprendre en quoi Koh Lanta est un jeu qui est sujet à la variance. On va voir quels sont les éléments qui favorisent la volatilité des résultats en listant tout ce qui va augmenter l'impact de la variance. Déjà, elle existe à travers tout ce qui va être des paramètres incontrôlables. Dans ma toute première vidéo, j'avais dit que Koh Lanta ne se résumait pas aux 4S, puisqu'à le côté, il existe une 5e dimension que j'avais appelée la chance, le contexte. On va voir ce qui se cache un peu plus précisément derrière. On commence par dire que la nature du jeu crée des dépendances entre les candidats. C'est-à-dire qu'au début, il y a des équipes qui sont constituées et la composition des équipes se fait avec une connaissance limitée des autres. Parfois, c'est même la production qui décide. Toute cette partie collective, elle est importante et à une époque où le pagonjing était roi, c'était même crucial puisqu'il était presque impossible d'aller en finale si on arrivait en minorité à la réunification. Donc notre survie dans le jeu ne dépend pas que de nous, on est lié aux performances de notre équipe. Ensuite, on va avoir les différents coups du sort avec le hasard des tirages au sort, qui est un mode de sélection qu'aime bien l'émission.
On le retrouve pour les participations aux épreuves en équipe, quand il y a un surnombre, aux ambassadeurs, si la négociation n'aboutit pas, aux destins liés pour créer les binômes, et aux égalités dans les revotes des conseils. Donc tout ce qui va être tirage au sort, ça donne des résultats très précaires, c'est du hasard pur. Du coup, si on refait une saison de koh, elle sera jamais identique. Il peut y avoir un éliminé différent aux ambassadeurs ou au conseil avec des égalités, où on n'aura pas les mêmes binômes constitués, etc. Après, on a tous les coups du sort liés au hasard de l'organisation, comme le casting, l'adversité. On a plus ou moins de facilité à jouer face à tel ou tel profil. Sinon, plus précisément, il peut y avoir les changements d'équipe ou les swaps qui arrivent au bon moment, par exemple, ou pareil, l'épreuve favorite qui arrive au moment qui arrange. Imaginez un candidat très fort en adresse qui est en grand danger. L'épreuve d'immunité arrive et hop, c'est une épreuve d'adresse. Bon, ça peut aider. Dans la même veine, on reste sur les décisions de la production. Elle va aussi influencer la dispersion des résultats via le règlement qu'elle instaure. Je pense notamment au collier d'immunité. Un collier, ça permet de créer une cassure dans le jeu, un retournement de situation. Le candidat qui en fait les frais voit son aventure subitement s'arrêter, alors que peut-être il aurait pu aller beaucoup plus loin. Autre exemple que je trouve encore plus percutant, c'est celui des destins liés. Au-delà de la sélection du binôme qui s'en remet au hasard, le temps d'un épisode, on redevient dépendant de quelqu'un d'autre, comme à l'époque des équipes. Donc c'est une règle qui rebat les cartes et qui rend tout le monde potentiellement vulnérable à ce moment-là du jeu. Les candidats ont moins de contrôle sur leur aventure personnelle. Alors sur ce point, et contrairement au précédent, le hasard est un élément mélangé à des compétences. On peut, si on joue bien, éviter d'être la cible d'un collier d'immunité ou s'en sortir quand même au destin lié d'une manière ou d'une autre. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, des règles qui favorisent la variance, car les situations qu'elles vont créer diminuent un peu l'avantage des candidats compétents par rapport aux candidats moins compétents. En fait, vous avez compris, la variance, c'est la résultante de tout ce qui va resserrer les niveaux de jeu. Donc la chance, c'est un bon moyen de faire ça, puisque tout le monde est sur un pied d'égalité face à la chance. La conséquence d'un point de vue du jeu, c'est que ça crée du suspense, et d'un point de vue du résultat et de l'analyse, c'est que ça crée de la variance. Autre point, c'est vis-à-vis de la catégorie épreuve, dans laquelle la chance s'immisce un peu. La variance est occasionnée par les épreuves dont l'aspect technique, ou physique si c'est physique, n'est pas assez prononcé. Je veux dire par là que ce n'est pas assez dur techniquement. À commencer par l'épreuve la plus importante du jeu, les poteaux, qui est une épreuve d'équilibre, on va dire que c'est un mélange d'équilibre et de mental, mais ça reste une épreuve ouverte, les poteaux, où tout le monde a ses chances de gagner. En plus, elle accorde un gros pouvoir à celui qui l'emporte. Si c'est un profil de gagnant, il va finir premier au lieu de troisième. Donc il y a un impact important sur le classement final. Alors après, il y a d'autres épreuves de cette nature, mais globalement, koh est plutôt bien foutu, parce que les épreuves qui induisent le plus de variance sont placées en tant qu'épreuves de confort. Alors c'est fait exprès, ils veulent que le totem se mérite, donc les épreuves d'immunité sont plus techniques ou physiques, alors qu'en épreuve de confort, on a des épreuves comme la course à étapes, c'est l'épreuve où on transmet des sacs, On a l'épreuve de la dégustation également, puisque en finale de cette épreuve, on n'a pas totalement son destin entre ses mains. C'est le gagnant de la première course qui choisit le coéquipier de son adversaire en finale. Et en plus, même la série qualificative, il n'y a souvent qu'un seul truc à manger. Donc c'est une course de vitesse qui se joue à rien du tout. Alors sinon, le plus bel exemple, c'est l'épreuve du tir à l'arc. Avant l'épreuve, on est incapable de savoir qui va gagner. Donc c'est une épreuve avec une variance très très élevée,
notamment sur les dernières saisons, parce que les candidats n'ont qu'une seule flèche. Donc même si on est très fort, il suffit de se rater sur une salve et on peut se faire éliminer. Alors cette épreuve, si on la refait plusieurs fois, eh bien presque à chaque fois, on peut se retrouver avec un nouveau gagnant. Encore heureux que la finale se joue au meilleur des 3 flèches, sinon ce serait vraiment n'importe quoi. Toutes ces épreuves, certes, ce sont des épreuves de confort, mais elles ont quand même un impact sur le jeu, attention. En général, quand on gagne un confort, on part pour une expérience magnifique, et bien souvent même à 2. Alors fatalement, pendant ce temps-là, les gagnants du confort ne sont pas sur le camp. Donc ils sont absents de toutes les manigances qui s'y passent. C'est un moment opportun pour créer des alliances ou en tout cas ça peut favoriser des démarches stratégiques. Donc voilà, tout ça participe à la variance. On a dans Koh Lanta des épreuves ouvertes qui offrent plusieurs futurs possibles en fonction du gagnant. Alors en plus de tout ça, la chance à l'état brut peut pointer le bout de son nez sur certaines épreuves. Vous pouvez par exemple sur un puzzle tenter des combinaisons au hasard et trouver la bonne par chance. Ou autre exemple, sur l'épreuve d'orientation, vous pouvez trouver le poignard avant la balise. Voilà, c'est déjà arrivé à certains. Autre paramètre incontrôlable et décidé par la production, c'est le nombre de candidats. Alors moi j'appelle ça le field, enfin au poker on appelle ça le field. Alors plus le field est élevé, plus la variance est grande. C'est normal, il y a plus de monde, donc le chemin de la victoire est plus long, dans le sens où il y a plus d'adversité, il y a plus d'embûches. A l'inverse, des petits fields comme le retour des héros, où ils étaient que 14 candidats, eh bien ça diminue la variance. En dernier ressort, il y a aussi l'attitude du joueur face au jeu. On peut jouer agressivement et prendre des risques. On va parler de jeu high variance. Ou au contraire, essayer de jouer petit. On va parler de jeu low variance. Alors attention, à la base, cette distinction high variance, low variance, ça ne se traduit pas par une distinction bon joueur, mauvais joueur. Simplement, jouer high variance, cela signifie qu'on aura besoin d'un échantillon plus grand pour avoir une idée fiable sur son niveau de jeu. Alors cependant, concernant Koh Lanta précisément, je ne sais pas si on peut faire une corrélation, c'est difficile à dire ça, mais j'ai l'impression que quand même les notions sont extrêmement proches, ceci étant dû au fait que l'augmentation de ses chances de victoire dans Koh Lanta, ça passe pour moi par la résolution du paradoxe qui implique a priori un jeu low variance. Alors ce dernier point, il n'est pas inhérent au jeu, c'est au bon vouloir du candidat qui choisit sa façon de jouer. Alors, je viens d'utiliser le verbe choisir. En réalité, c'est pas totalement vrai. J'ai fait une vidéo sur les styles de jeu. Vous savez qu'une partie des façons d'être est subie la plupart du temps inconsciemment, puisque c'est notre ego qui pilote silencieusement notre vie. On n'est pas libre, nous, on est prisonnier de notre ego. Alors on a certes une marge de manœuvre, l'ego peut prendre plusieurs formes, mais si la désintégration devient trop forte, on va plus subir qu'autre chose et inévitablement tomber dans les travers que j'ai décrits dans la vidéo sur les styles de jeu. Alors si on fait le rapprochement avec la variance, par exemple, on peut dire que généralement, les énéatypes 4, 7 ou 8 vont adopter un style de jeu high variance, tandis que les 6 phobiques et les 9 vont être les plus à même d'adopter un style de jeu low variance. Ça les attire beaucoup. Bien, donc maintenant qu'on a une saine approche de la variance, on va pouvoir s'amuser à faire des simulations à long terme. Des simulations sur les résultats futurs d'un candidat. Mais avant, il nous faut évaluer la force du dit candidat. C'est la première donnée qu'il nous faut, qui est la donnée purement subjective. On va devoir chiffrer le niveau du joueur sous forme de ratio X sur 100 Koh Lanta. Donc il faut répondre à la question: combien de fois ce candidat est capable de gagner Koh Lanta en 100 participations?
ça nous donne le pourcentage de victoire théorique du candidat. Ok, donc maintenant regardez, deuxièmement, on va prendre un simulateur. J'ai pris un simulateur qui concerne le poker à la base, hein. Donc pour l'utiliser, j'ai dû faire des petits ajustements. J'ai transformé, entre guillemets, koh en jeu financier. Je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. On va regarder une par une les variables qu'on doit entrer. Le nombre de joueurs, donc ça c'est facile, c'est le nombre de candidats. Alors dans mes simulations, je suis parti sur des saisons de 20 candidats. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails pour les 3 cases d'en dessous. J'ai mis ce qu'il fallait pour respecter la structure de koh, à savoir qu'on considère que seul le premier de la saison remporte un gain et que ce gain est équivalent à un koh. Et là, on arrive à la fameuse variable subjective. Il nous demande de rentrer un roi en pourcentage. Un roi, c'est un retour sur investissement. Et c'est là que j'ai dû faire quelques calculs pour convertir les ratios de victoire en retour sur investissement. Je vous prends un exemple. Un candidat qui gagne 30 koh sur 100, c'est l'équivalent d'un retour sur investissement de 500%. Alors j'explique en une phrase pour ceux que ça intéresse. Sur une saison de 20 candidats, si tout le monde est à la hauteur de son investissement, de sa participation, vous êtes censé en gagner 1 sur 20. Donc 1 sur 20 ou 5 sur 100, c'est pareil. À ce moment-là, vous aurez un retour sur investissement neutre de 0%. Alors j'ai fait un tableau pour connaître les conversions. Bon, vous allez voir ça dans la vidéo, j'ai fait plusieurs simulations pour que ce soit un peu plus clair. Là, on va commencer par un candidat qui a un ratio de 30 koh sur 100. Donc, c'est l'équivalent d'avoir un roi de 500%. Alors, pour ceux qui sont habitués, ça fait un peu bizarre d'avoir un roi de 500%. C'est super élevé, mais c'est logique. C'est permis par le fait que koh ne dispose pas d'une variance aussi forte que le poker ou d'autres jeux d'argent pour lesquels c'est impossible d'avoir des rois extrêmement élevés puisque le hasard a beaucoup de place. Enfin, la dernière variable qu'il nous demande dans le simulateur, on va entrer le nombre de parties que le candidat va faire, le nombre de parties qu'on veut simuler. Donc là aussi, on va s'amuser avec plusieurs simulations. On va partir que sur des petits échantillons et déjà, voyons voir ce que ça donne avec 20 koh. Bien, donc pour la première simulation, on va partir sur un candidat qui gagne en moyenne 30 koh sur 100. Donc c'est du très très lourd. Vous imaginez qu'à lui tout seul, il va gagner environ un tiers des saisons, tandis que les 19 autres candidats se partagent les 2 tiers. C'est un candidat qui crush le jeu, ça veut dire qu'il se balade, il est clairement au-dessus des autres. Alors si j'essaye de donner des exemples concrets, histoire de rendre la vidéo un peu moins abstraite, on pourrait peut-être penser à Claude version récent, genre l'île des héros ou la légende. Sa performance dans l'île des héros était l'une des plus abouties de l'histoire, je pense. Allez, je lance la simulation qui nous en fait en fait 4000 simulations d'un coup, c'est-à-dire 4000 scénarios de 20 koh disputés, et on obtient les résultats suivants. Alors, tout ce qui est écrit en haut, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les 4 dernières lignes, à partir de celles où il y a écrit « probability of loss ». Donc, hop, je l'enlève, ça fait de la place. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ce candidat n'a que 1% de chance de n'avoir jamais gagné koh en 20 participations. Enfin, là, le site arrondi, c'est pas 1%, c'est 0,6%. Donc, je vous fais une phrase pour bien comprendre. Un candidat avec un ratio de 30 koh gagné sur 100 a 0,6% de chance de gagner 0 koh en 20 participations. Alors maintenant, si on regarde en dessous, ce sont des intervalles de confiance.
Vous pouvez traduire les dollars par koh lanta. J'ai fait exprès qu'un gain d'un dollar équivaut à un gain d'une saison de koh lanta. Donc si on prend l'intervalle de 95%, il signifie que il y a 95% de chances que ce candidat gagne entre 1 et 9 koh lanta en 20 participations. Les 5% restants sont des fois où il va en gagner moins, donc forcément 0, soit en gagner plus, donc 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, etc. jusqu'à 20. Même si avec l'intervalle d'en dessous, on voit qu'en fait c'est quasiment impossible qu'il en gagne plus de 11, puisqu'il y a 99,7% de chances pour qu'il en gagne entre 0 et 11. Bien, j'espère que j'ai perdu personne en route, parce que maintenant ça va devenir drôlement intéressant. On va rester sur ce candidat, mais on va lancer une simulation plus réaliste en termes du nombre de participations. Au lieu de simuler 20 koh lanta, on va en simuler 5. Eh bien, il y a 17% de chances que ce candidat n'ait jamais gagné koh lanta en 5 participations. Et n'oubliez pas qu'on parle ici de quelqu'un d'excellent, qui crush le jeu. Eh bien, même un candidat aussi fort que ça n'a pas la garantie de remporter au moins un koh lanta en 5 participations. Alors si jamais ce scénario arrive, imaginons que le candidat fasse 5 fois koh lanta et qu'il en a gagné 0, eh bien il y a deux possibilités. Alors soit ça fait partie des 17% du temps où il a la poisse, où la variance n'est pas du tout de son côté, soit on s'est trompé à la base sur le niveau du candidat en question, c'est-à-dire qu'on l'a surestimé et qu'en réalité, ce candidat n'est pas en mesure, n'a pas le niveau requis pour avoir un ratio de 30 koh lanta gagnés sur 100 participations. Voilà, et dernière info, ce candidat doit faire environ 8 koh lanta pour être sûr à 95% d'en gagner au moins un. Ça, c'est pas écrit dans les données ici, c'est une information annexe que j'ai cherché à savoir. Après, là, sur des échantillons de participation aussi faibles, les intervalles de confiance ne donnent pas des chiffres très intéressants. Il y a 99,7% du temps où le candidat va gagner entre 0 et 5 koh lanta. Génial, merci, mais j'avais compris tout seul. Alors, ça me permet de dire qu'en fait, là, sur les résultats, il y a des minuscules décalages avec ce que nous, on veut savoir. Le simulateur considère qu'à chaque fois qu'on ne gagne pas koh lanta, on perd 1/20 de koh lanta. Bref, ça veut dire qu'il peut y avoir des nombres négatifs, mais nous on s'en fout. Quand on voit un nombre négatif, c'est l'équivalent de 0. C'est comme si la personne avait gagné 0 fois koh lanta. Le seul problème, c'est qu'à cause de ça, on ne peut pas s'amuser à simuler des gros échantillons du style 100 koh lanta ou 1000 koh lanta. Là, le simulateur ne marchera pas. Bon, allez, on va passer à un autre candidat, moins fort, qui aurait un ratio de victoire de 15%. Moins fort, mais très fort quand même. Alors, en exemple concret, on peut partir sur du Nawel dans l'île des héros, je pense, ou Laurent, version la nouvelle édition. Je suis resté bien évidemment sur une simulation de 5 koh lanta et on a 44% de chance pour que ce candidat ait gagné 0 fois. Donc, vous voyez qu'on commence à être sur des taux très élevés. Il y a presque une chance sur 2 pour que la personne ne gagne pas koh lanta, alors qu'en théorie, on est sur un très bon joueur. Pour info, j'ai cherché combien de fois ce joueur doit faire koh lanta pour être sûr à 95% d'en gagner au moins un. Et la réponse est environ 30. Il faut qu'il fasse environ 30 fois koh lanta pour être certain à 95% d'en gagner au moins un. C'est approximatif. Allez, on continue de descendre. On prend maintenant un joueur moyen supérieur, qui a un ratio de 8% de victoire. Donc ça équivaut à un roi de 60%.
On peut imaginer que ça se rapproche de candidats comme Christelle, la gagnante de Karamoan, ou Wendy, la gagnante de la saison 15 en Thaïlande. Voilà, je penserais à des profils comme ça. Et donc ici, 67% de chances de gagner 0 Koh Lanta, alors toujours en 5 participations. Et pour savoir combien il doit en faire pour être sûr à 95% d'en remporter au moins un, je vais vous donner une fourchette. Ce sera entre 110 et 130 a priori. Alors, comme je vous ai dit, on ne peut pas savoir précisément puisqu'avec des grands échantillons, le simulateur est trop approximatif. Mais dans tous les cas, c'est des nombres énormes. Hein, et voilà, on se rend compte que quand on fait qu'une seule fois Koh Lanta, comme ce qui est le cas de la majorité des candidats hein, dans la vraie vie, et qu'on le gagne, eh bien, voilà, c'est qu'il y a une part de réussite. Hein. Allez, je vais vous montrer maintenant une dernière simulation avec un joueur plutôt mauvais, hein, donc avec un rendement négatif. Un joueur qui remporterait 2% de Koh Lanta seulement. Ça donne un rendement de moins 60%. Alors, qui prendre comme exemple? Peut-être des Yesta ou des Inès. Alors, ça peut être des candidats qui font des beaux parcours, hein, attention. Hein. Par contre, ils ont de grosses difficultés à terminer exactement à la première place du jeu. Alors, regardez, 91% de chances de ne pas gagner Koh Lanta en 5 participations. Ce qui signifie quand même, si on prend la statistique dans l'autre sens, qu'un mauvais joueur a quand même environ 10% de chances de gagner Koh Lanta en 5 participations. Et même sur une participation, ce n'est pas impossible hein, de gagner, mais bien sûr, il va falloir la variance de son côté, inévitablement. On peut considérer, pour en revenir encore une fois sur Isabelle de Bocas del Toro, qui peut servir d'exemple, je pense, pour ici, hein, à l'instar, j'ai cité Inès ou Yesta, eh bien Isabelle a bénéficié d'un contexte particulier pour accéder au titre dans la saison 3. Il y avait un petit field, seulement 16 candidats à l'époque. En plus, il y a eu beaucoup d'abandons et pas tous remplacés. Un casting qui était globalement pas bon, hein. Il n'y avait pas beaucoup de profils de gagnants. Je pense que c'est dû aussi au fait que c'est une des toutes premières saisons, donc quand on ne connaît pas encore très bien le jeu, voilà, il y a moins de... les personnes qui vont là-bas ne savent pas comment jouer pour être un bon joueur. Un jury final de 6 personnes seulement, ça aide parce que ça favorise un scrutin serré. Il y a besoin finalement que de 3 votes pour être déclaré vainqueur de Koh Lanta. Et une finaliste adverse qui n'avait fait qu'une moitié d'aventure, Delphine étant arrivée en tant que remplaçante au 18e jour, ce qui plaidait en faveur d'Isabelle. Bref, un contexte vraiment particulier et qui illustre à merveille le fait que rien n'est joué d'avance. Hein. On peut gagner le jeu en n'étant pas en foudre de guerre si la réussite est de notre côté. Pour finir la vidéo, il faut souligner que faire des analyses théoriques, c'est bien, mais ça se heurte à 2 écueils qu'il faut avoir en tête hein, quand on analyse ce genre de données. Déjà, on spécule sur le ratio de victoire du candidat, sauf que c'est purement subjectif. C'est moi qui imagine que si je fais 100 fois Koh Lanta, je pense que je vais en gagner 10. En réalité, c'est impossible à savoir. Pour être plus proche de la vérité, il faudrait faire les choses dans l'autre sens, constater ces résultats a posteriori. D'abord, je fais 100 fois Koh Lanta, et là je regarde, finalement j'ai gagné qu'une seule fois. Donc je pense que je suis pas bon. Sauf que ça ne marche pas non plus en fait. Alors ok, c'est déjà plus fiable que d'établir son niveau sur de l'imagination pure, mais ce n'est pas fiable non plus, car à cause de la variance, peut-être qu'en réalité j'ai réellement un niveau de 10% de victoire, et les résultats ne concordent pas parce que j'ai la poisse. Hein. Il y a à peu près 5% du temps où je ne vais gagner 0 ou qu'une fois Koh Lanta. Donc en fait, il n'existe aucun moyen pour connaître son ratio de victoire. Le seul moyen, il est impossible à mettre en place, ce serait d'avoir des très gros échantillons de données,
genre de faire 1000 fois koh puisque donc le long terme, hein, ça permet de lisser la variance. C'est le seul moyen de diminuer son impact. Donc ouais, voilà, on est obligé d'être subjectif sur cette variable-là. Ensuite, deuxième écueil, la grosse différence entre le monde réel et la théorie, c'est que dans le monde réel, on évolue. On n'est jamais exactement la même personne. Et l'écrasante majorité du temps, cette évolution est légèrement positive. En grandissant, on gagne en expérience. Donc quand on revient faire une deuxième fois koh Lanta, on n'est pas exactement la même personne. On est une version très proche, mais légèrement améliorée. En fait, notre niveau de jeu, il n'est pas figé dans le marbre. Il évolue, on peut régresser ou plus souvent s'améliorer. Et là, le problème des simulations théoriques, c'est qu'il va dupliquer sur du long terme le même niveau de jeu. C'est pour ça que quand j'ai pris des exemples concrets des candidats, je me suis senti obligé de préciser la saison. Quand j'ai parlé de Claude, j'ai parlé de Claude de l'île des héros, pas du Claude de koh Lanta Vietnam. Pourtant, c'est la même personne. Et si j'établis son niveau juste après la saison 10, eh bien les calculs seraient vains, puisque de toute façon, quand il va revenir dans le jeu, il va apprendre de ses erreurs et proposer un meilleur niveau de jeu. Alors ces deux écueils ne rendent pas l'analyse théorique caduque pour autant. Hein. Par contre, il veut dire qu'il faut redoubler de vigilance dans l'analyse des données. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors je sais que pour les gens qui aiment bien le concret, c'était peut-être pas facile à suivre. Si on fait référence au modèle du MBTI, je pense à tous ceux qui ont une préférence pour S, pour la sensation. Alors là, j'ai fait une vidéo qui fait très N, hein, même très NI. Hein. Bon, c'est normal, hein, l'intuition introvertie, c'est ma fonction dominante en tant que INFJ. Alors toute la chaîne est un peu comme ça, hein, mais c'est vrai que cette vidéo-là, c'est celle où ça se voit le plus, parce que j'ai imaginé des futurs qui n'existeront jamais, hein, et j'ai organisé cet abstrait, ce monde abstrait, à l'aide de simulateurs. Bon, en tout cas, ça vous donne un aperçu de la vision d'un joueur de poker sur koh Lanta. Alors je vous mets le lien du simulateur dans la description pour tous ceux qui veulent s'amuser. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous voulez rendre la vidéo plus visible au sein de la communauté. Par ailleurs, maintenant, sachez que je vais commencer à écrire pas mal de posts sur l'onglet communauté. Ce sera le cas pendant toute la prochaine saison aussi. Donc je vous conseille de zioter ce qui s'y passe. Le plus simple pour ne pas louper l'actualité de la chaîne, c'est encore de s'abonner. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo et on se revoit bientôt. Maratane!